Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Brigitte avait 22 ans quand elle a rencontré Elvis. Il était chauffeur dans une entreprise de transport. Elle finissait tout juste sa formation en couture. Leurs regards se sont croisés un samedi matin au marché. Il lui a souri. Elle a baissé les yeux. 3 mois plus tard, il venait demander sa main. Son père, un homme discret mais sage, avait posé une seule condition, qu'Elvis respecte sa fille. Elvis avait juré, devant toute la famille, devant Dieu. Brigitte y avait cru de tout son cœur. Le mariage a été simple mais beau. Une cérémonie dans la petite église du quartier. Quelques amis, la famille proche. Brigitte portait une robe blanche, qu'elle avait cousue elle-même. Elvis était élégant dans son costume emprunté. Ils se sont dit oui sous les applaudissements. Ce jour-là, Brigitte croyait au bonheur éternel. Les premières années ont été douces. Elvis travaillait dur. Il rentrait fatigué mais souriant. Brigitte tenait la maison. Elle cuisinait. Elle nettoyait. Elle l'attendait. Le soir, ils parlèrent de leur journée. Ils faisaient des projets. Ils imaginaient l'avenir. Des enfants. Une grande maison. Une vie meilleure. La première fille est née 1 an après le mariage. Ils l'ont appelée Grâce. Une petite chose fragile aux grands yeux noirs. Elvis la prenait dans ses bras avec fierté. Il disait qu'elle était son trésor. Brigitte se sentait comblée. 2 ans plus tard, c'était la deuxième. Espérance, tout aussi belle que sa sœur. Elvis était heureux. Il jouait avec elle. Il les faisait rire. Il leur racontait des histoires avant de dormir. Brigitte regardait cette scène chaque soir avec émotion. Elle se disait qu'elle avait de la chance. Puis est venue la 3e fille. Joie. Un accouchement difficile. Brigitte avait failli y rester. Mais la petite était là, vivante, en bonne santé. Brigitte l'a serrée contre elle, en pleurant de soulagement. Elvis, lui, n'a pas pleuré. Il est entré dans la chambre d'hôpital. Il a regardé le berceau. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, d'une voix froide, « Encore une fille. » Brigitte a senti son cœur se glacer. Elle a voulu répondre. Mais les mots ne sortaient pas. Elvis est sorti de la chambre sans l'embrasser, sans féliciter sa femme qui venait de risquer sa vie. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Imperceptiblement, mais définitivement. Les semaines suivantes, Elvis a commencé à changer. Il rentrait tard. Il parlait peu. Il ne jouait plus avec les filles. Quand Brigitte lui posait des questions, il répondait par des grognements. Elle essayait de comprendre. Elle se disait qu'il était fatigué, qu'il traversait une période difficile, qu'il finirait par revenir à lui. Mais il ne revenait pas. Les reproches ont commencé doucement. Des petites phrases lancées ici et là. Des sous-entendus. Des regards lourds de sens. Les autres hommes ont des fils. Moi, j'ai quoi? Tu n'as su me donner que des filles. Ma lignée va s'éteindre à cause de toi. Chaque phrase était un coup de poignard. Brigitte encaissait en silence. Elle se réfugiait dans la prière. Elle demandait à Dieu de lui donner la force, de changer le cœur de son mari, de lui faire comprendre que leur fille était une bénédiction. Mais Dieu semblait sourd à ses prières. Et puis il y avait Sidonie, la belle-mère. Une femme grande et sèche, au regard de pierre. Elle avait pris l'habitude de débarquer chez eux sans prévenir, toujours avec le même discours. Une femme qui ne donne pas de garçon, c'est une malédiction. Mon fils mérite mieux. Il mérite un héritier? Tes filles, elles partiront un jour. Qui portera notre nom? Brigitte subissait. Elle baissait la tête. Elle servait le thé. Elle écoutait sans répondre. Que pouvait-elle dire? Que ce n'est pas elle qui décide du sexe des enfants. Sidonie n'écoutait jamais. Elle avait ses convictions, ses certitudes. Et rien ne pourrait les ébranler. Les repas de famille étaient devenus un calvaire. Chaque dimanche, ils se rendaient chez Sidonie. La vieille femme réunissait toute la famille. Oncle, tante, cousins. Tout le monde était là. Et tout le monde savait. Brigitte s'asseyait à table et sentait les regards peser sur elle. Les murmures, les commentaires à voix basse, les soupirs de pitié ou de mépris. Elle ne savait plus. Pauvre Elvis, il n'a que des filles. C'est dommage. Il aurait fait un bon père de garçon. Il devrait peut-être chercher ailleurs. Ce dernier commentaire revenait souvent, trop souvent. Brigitte faisait comme si elle n'entendait pas. Elle mangeait en silence, la gorge nouée. Elle comptait les minutes avant de pouvoir partir. Ses filles, elles, grandissaient. Grâce était en primaire. Espérance en maternelle. Joie apprenait à marcher. Brigitte mettait toute son énergie dans leur éducation. Elle les accompagnait à l'école. Elle vérifiait leurs cahiers. Elle leur apprenait à lire, à compter, à prier. Elles étaient embrillantes, polies, obéissantes.
Tout le monde les complimentait. Mais pour Elvis, ça ne suffisait pas. Elles n'étaient pas des garçons. C'était tout ce qui comptait. Les années ont passé. Elvis s'éloignait de plus en plus. Il ne dormait presque plus à la maison. Les week-ends, il disparaissait. Il prétextait des formations, des réunions, des déplacements professionnels. Brigitte ne disait rien. Elle gardait ses questions pour elle. Elle avait peur de la réponse, peur de ce qu'elle découvrirait. Alors elle préférait ne pas savoir. Mais au fond, elle savait. Elle le sentait. Il y avait quelqu'un d'autre. Elle le voyait dans ses yeux, dans sa façon de détourner le regard, dans son empressement à sortir dès qu'il recevait un appel. Elle aurait pu fouiller, regarder son téléphone, suivre ses déplacements. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi la dignité, le silence. Elle s'est enfermée dans sa douleur, espérant que l'orage passerait. Les mois ont passé. Les absences se sont multipliées. Elvis rentrait de moins en moins. Parfois, il ne donnait même plus d'excuses. Il partait. C'est tout. Brigitte continuait à tenir la maison, à élever les filles, à prier. C'était tout ce qui lui restait. Sa foi, ses enfants, et l'espoir ténu que les choses s'arrangeraient un jour. Un mardi soir, Elvis n'est pas rentré. Brigitte a attendu. Elle a préparé le repas comme d'habitude. Elle a mis la table. Les filles ont mangé. Elle n'avait pas faim. Elle regardait la pendule. 19h, 20h, 21h. Minuit est passé. Toujours rien. Elle a composé son numéro. Ça sonnait dans le vide. Elle a rappelé. Une deuxième fois. Une troisième. Une dizaine de fois. Pas de réponse. Le téléphone sonnait, sonnait, sonnait. Puis tombait sur la messagerie. Brigitte a passé la nuit blanche. Elle tournait dans le salon. Elle imaginait le pire. Un accident. Une agression. Elle avait peur. Vraiment peur. Le lendemain matin, elle a téléphoné à son bureau. La secrétaire a décroché. « Bonjour, je cherche Elvis. Il n'est pas rentré hier soir. »« Ah, il est passé ici en fin d'après-midi, vers 17h. Mais il est reparti aussitôt. Je ne sais pas où il est allé. » Brigitte a raccroché. Elle ne comprenait plus rien. Où était-il? Pourquoi ne répondait-il pas? Qu'est-ce qui se passait? Elle a passé la journée dans l'angoisse. Les filles rentrèrent de l'école. Elle demandait où était papa. Brigitte inventait des excuses. Elle souriait. Elle disait que tout allait bien. Mais à l'intérieur, elle se décomposait. Le soir, vers 19h, son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Elle a décroché en tremblant. « Allô? C'est moi. » La voix d'Elvis, fatiguée, brisée, presque méconnaissable. « Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? J'étais morte d'inquiétude. Je suis à la brigade centrale. Apporte-moi des vêtements et de la nourriture. »« Quoi? La brigade? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Fais ce que je te dis. Viens vite. Ne pose pas de questions. » Et il a raccroché. Brigitte est restée figée, le téléphone à la main. Son esprit tournait à vide. La brigade centrale. Son mari était en prison. Mais pourquoi? Qu'avait-il fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Elle a attrapé un sac. Elle y a jeté des habits, un pantalon, une chemise, des sous-vêtements. Elle a pris du pain, des fruits, de l'eau. Ses mains tremblaient. Elle n'arrivait pas à réfléchir. Elle était comme une automate. Elle a appelé une voisine pour garder les filles. La voisine a accepté sans poser de questions. Brigitte est partie en courant. Elle a pris un taxi. Elle a donné l'adresse de la brigade. Le chauffeur l'a regardé bizarrement, mais il a démarré. Pendant tout le trajet, Brigitte priait. Elle ne savait pas pourquoi. Elle priait juste pour que ce ne soit pas grave, pour qu'Elvis aille bien, pour que tout s'arrange. En arrivant à la brigade, elle a eu un choc. Sidonie était déjà là, assise sur un banc dans la cour, les bras croisés, le visage fermé. Leurs regards se sont croisés. Brigitte a senti un froid glacial l'envahir. Pourquoi sa belle-mère était-elle déjà au courant? Comment savait-elle qu'Elvis était ici? Qui l'avait prévenue? Brigitte s'est approchée. Sidonie a détourné les yeux. Pas un mot, pas un geste. Juste ce silence lourd, pesant, insupportable. Un agent s'est approché de Brigitte. « Vous êtes la femme d'Elvis ?»« Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Attendez ici. Le commandant va vous recevoir. » Brigitte s'est assise. Ses jambes ne la portaient plus. Elle serrait le sac contre elle. Elle regardait autour d'elle. Des policiers allaient et venaient. Des détenus passaient, menottés. L'atmosphère était oppressante. Quelques minutes plus tard, elle a vu Elvis. Il était escorté par 2 policiers. Menotté, torse nu, les yeux rouges et cernés. Il avançait lentement, la tête basse. Il ne la regardait pas. Il ne regardait personne. Brigitte a éclaté en sanglots. Elle s'est levée d'un bond. Elle a voulu courir vers lui. Un agent l'a retenue. « Non, madame, vous ne pouvez pas. »
Mais c'est mon mari. Laissez-moi lui parler. Pas maintenant. Le commandant va vous expliquer. On l'a fait asseoir de force. Elle pleurait. Elle tremblait. Elle ne comprenait rien. Rien du tout. Un homme en uniforme s'est approché d'elle. Grand, la cinquantaine, l'air sérieux. Il portait des galons sur les épaules. « Madame, je suis le commandant Ferdinand. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Brigitte s'est levée. Elle a suivi l'homme jusqu'à son bureau. Sidonie s'est levée aussi. Elle a suivi, sans y être invitée. Le commandant n'a rien dit. Il a juste ouvert la porte et les a laissés entrer. Le bureau était petit. Un bureau en bois, 2 chaises, des dossiers empilés partout. Le commandant s'est assis. Il a fait signe aux 2 femmes de s'asseoir aussi. Il a pris une grande inspiration. Puis il a commencé à parler, calmement, posément, comme s'il récitait un rapport. « Madame, je vais vous expliquer la situation. Votre mari a été arrêté hier soir pour coups et blessures volontaires. La victime est une jeune femme prénommée Patricia. Elle a 24 ans. Elle est actuellement hospitalisée. Elle est dans le coma. » Brigitte a senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle a agrippé les accoudoirs de sa chaise pour ne pas tomber. « Patricia? Qui est-ce » Le commandant a posé les mains sur son bureau. Il la regardait droit dans les yeux. « C'est la maîtresse de votre mari. » Ils entretiennent une liaison depuis 3 ans. De cette relation est né un enfant. Un garçon. Les mots ont frappé Brigitte comme des coups de poing. Un à un, méthodiquement. Une maîtresse. 3 ans, un garçon. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle ouvrait la bouche, mais l'air ne passait pas. Elle avait l'impression de se noyer. Le commandant a continué. Il ne s'arrêtait pas. Il disait tout ce que Brigitte ne voulait pas savoir. Il y a quelques semaines, votre mari a demandé un test de paternité. Il avait des doutes. Les résultats sont tombés vendredi dernier. L'enfant n'est pas de lui. Patricia l'avait trompé, avec un autre homme. Votre mari l'a appris. Il est entré dans une rage folle. Brigitte écoutait. Elle entendait, mais elle ne réalisait pas. C'était trop. Trop d'informations. Trop de douleur. Hier soir, votre mari s'est rendu chez Patricia. Il a enfoncé la porte. Il l'a frappée, violemment, à coups de poing. À coups de pied. Les voisins ont entendu les cris. Ils ont appelé les secours. Quand la police est arrivée, Patricia était inconsciente. Elle baignait dans son sang. Brigitte a porté la main à sa bouche. Elle avait envie de vomir. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu. Mais son état est critique. Elle est dans le coma. Ils ne savent pas si elle va se réveiller. Son frère Saturnin a porté plainte immédiatement. Votre mari a été arrêté sur place. Le commandant s'est tu. Il laissait les mots faire leur chemin. Brigitte restait figée. Elle ne pleurait même plus. Elle était comme morte à l'intérieur. Puis, lentement, elle s'est tournée vers Sidonie. La vieille femme regardait ailleurs. Elle fixait le mur. Pas un mot, pas un geste, pas une larme. Vous saviez, ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Une certitude. Brigitte le sentait. Elle le savait. Sidonie a relevé la tête. Elle a regardé Brigitte droit dans les yeux. Et elle a dit, d'une voix froide, « Oui, je savais. » « Depuis quand ? » ?»« Depuis le début. » Brigitte a serré les poings. Ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Elle sentait la douleur, mais elle s'en fichait. Elle voulait avoir mal. Elle voulait sentir quelque chose. N'importe quoi. « Et vous n'avez rien dit ?» Sidonie a haussé les épaules. Il fallait qu'il ait un fils. Tu ne pouvais pas lui en donner. Alors j'ai encouragé cette union. Patricia devait nous donner ce que tu n'as pas pu. Brigitte a senti une rage froide monter en elle. Une rage comme elle n'en avait jamais connue. Elle aurait pu hurler, frapper, tout casser. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée assise, droite, digne. Vous avez détruit notre famille. Sidonie a ricané. La famille devait survivre. Peu importe comment. Un homme sans fils n'est pas un homme. Je ne pouvais pas laisser mon fils vivre cette honte. Alors vous avez préféré qu'il vive dans le mensonge, dans l'adultère, dans la violence ? J'ai fait ce qui était nécessaire. Brigitte a détourné les yeux. Elle ne pouvait plus regarder cette femme. Elle la dégoûtait. Le commandant a repris la parole. Il semblait mal à l'aise. « Madame, il y a autre chose. Votre mari demande à être libéré sous caution. Le montant est élevé. »« Très élevé. Il dit que vous avez un terrain. Un héritage de votre père. Il dit que c'est la seule solution. Qu'il faut le vendre pour payer la caution et les frais médicaux de Patricia. » Brigitte a relevé la tête brusquement. Ses yeux se sont écarquillés. « Mon terrain ? » ?»« Oui, une parcelle de 500 mètres carrés. C'est bien ça. » Brigitte n'arrivait pas à y croire. Son terrain, le terrain de son père, le seul héritage qu'il lui avait laissé, le seul bien qui lui appartenait vraiment, son père. Elle se souvenait de lui.
de ses mains calleuses, de son sourire fatigué, de sa voix douce. Il était mort il y a 5 ans. Sur son lit de mort, il l'avait appelé. Il lui avait pris la main. « Ma fille, ce terrain c'est pour toi, pour ton avenir, pour tes filles. Ne le vends jamais pour quelqu'un d'autre. Promets-le-moi. » Elle avait promis, les larmes aux yeux, la gorge serrée. Elle avait promis. Et maintenant, Elvis lui demandait de trahir cette promesse, pour sauver sa maîtresse, pour effacer ses propres erreurs, pour payer les conséquences de sa violence. Brigitte s'est levée lentement. Elle sentait le regard du commandant sur elle, le regard de Sidonie aussi, mais elle s'en fichait. Non, le commandant la regardait, surpris. Non, non, je ne vendrai pas ce terrain. Sidonie a bondi de sa chaise comme si elle avait été piquée par une guêpe. « Tu es folle? C'est ton mari. Tu dois l'aider. C'est ton devoir. » Mon mari? Celui qui m'a trompée pendant 3 ans? Celui qui m'a humiliée? Celui qui a frappé une femme jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma? C'est lui que je dois sauver? Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu as dit oui devant Dieu. Le pire, je l'ai déjà vécu. Je n'irai pas plus loin. Tu veux qu'il pourrisse en prison? Il a fait des choix. Il doit en assumer les conséquences. Si tu ne l'aides pas, tu porteras sa malédiction. Ses ancêtres te puniront. Tu ne connaîtras plus jamais la paix. Brigitte a regardé Sidonie une dernière fois. Elle a dit d'une voix calme mais ferme, « J'ai déjà perdu la paix il y a longtemps. À cause de vous, à cause de lui. Je ne perdrai pas mon âme en plus. » Elle s'est tournée vers le commandant. « Mon mari a fait des choses terribles. Il doit répondre de ses actes devant la justice. Je ne l'aiderai pas. Je ne vendrai rien. » Le commandant a hoché la tête. Il semblait presque soulagé. « C'est votre droit, madame. Je respecte votre décision. » Brigitte est sortie du bureau. Elle a traversé la brigade sans se retourner. Derrière elle, Sidonie criait. Mais elle n'écoutait plus. Elle marchait droit devant elle, la tête haute, le cœur lourd. « Mes lèbres, chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. » Les jours suivants ont été un véritable cauchemar. Brigitte pensait avoir trouvé la paix en refusant de vendre le terrain. Mais elle avait sous-estimé la détermination de Sidonie. Dès le lendemain matin, la vieille femme a débarqué chez elle. Il était à peine 6 heures. Brigitte préparait le petit déjeuner des filles. Elle a entendu frapper à la porte, violemment, à grands coups répétés. Elle a ouvert. Sidonie était là, le visage dur, les yeux injectés de sang. Elle avait l'air d'avoir passé la nuit debout. « Tu vas vendre ce terrain. Non, tu n'as pas le choix. C'est ton mari. Tu lui dois ça. » « Je ne lui dois plus rien. » Sidonie a essayé d'entrer. Brigitte lui a bloqué le passage. « Laisse-moi passer. Il faut qu'on parle. »« On a déjà parlé. » J'ai dit non. C'est fini. Tu es une égoïste. Une mauvaise femme. Une mauvaise épouse. Et vous êtes une mauvaise belle-mère. Une manipulatrice. Maintenant partez. Brigitte a fermé la porte au nez de Sidonie. Elle a mis le verrou. De l'autre côté, la vieille femme criait. Elle frappait à la porte. Elle insultait. Brigitte s'est appuyée contre le mur, les jambes tremblantes. Les filles la regardaient, terrorisées. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, mes chéris. Allez finir votre petit déjeuner. » Mais les filles n'étaient pas dupes. Elles sentaient que quelque chose de grave se passait. Sidonie est revenue tous les jours. Parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois le soir. Elle frappait à la porte. Elle criait. Elle menaçait. « Tu veux qu'il meure en prison? C'est ça que tu veux? Si Patricia meurt, ce sera de ta faute. Tu auras du sang sur les mains. Tu ne mérites pas d'être appelée femme. Tu n'es qu'une sorcière. » Brigitte ne répondait plus. Elle restait enfermée avec ses filles. Elle mettait de la musique pour couvrir les cris. Elle priait. Elle pleurait en silence. Les nuits étaient pires. Elle ne dormait plus. Elle tournait dans son lit. Elle pensait à Elvis, à Patricia, à ce garçon qui n'était même pas le fils de son mari, à ses 3 années de mensonges. Elle pensait aussi au terrain de son père, à sa promesse. Elle se demandait si elle avait raison, si elle n'était pas trop dure, si elle ne devait pas faire un effort. Juste cette fois, pour en finir. Mais chaque fois qu'elle faiblissait, elle entendait la voix de son père. « Ne le vends jamais pour quelqu'un d'autre. Promets-le-moi. » Alors elle tenait bon. Elle serrait les dents. Elle refusait de céder. Les appels ont commencé à arriver. Des cousins d'Elvis, des amis, des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Tout le monde avait son mot à dire. Tout le monde la jugeait. « Tu es en train de tuer ton mari. Une femme doit soutenir son mari dans l'épreuve. Si tu l'aimais vraiment, tu vendrais ce terrain. Tu penses à toi, pas à ta famille. » Certains étaient plus subtils. Ils essayèrent de la convaincre en douceur. « Brigitte,
Je comprends que tu sois blessé. Mais pense aux filles. Elles ont besoin de leur père. Ce terrain, tu pourras toujours le racheter plus tard. Mais Elvis, si tu ne l'aides pas maintenant, il sera trop tard. Parfois, il faut savoir pardonner, même quand c'est difficile. Brigitte écoutait. Elle ne disait rien. Elle se contentait de raccrocher. Puis elle pleurait. Elle pleurait tellement qu'elle n'avait plus de larmes. Les voisins ont commencé à parler. Dans le quartier, tout le monde savait. Elvis était en prison. Sa maîtresse était dans le coma. Et Brigitte refusait de vendre son terrain pour le sauver. Les commentaires fusaient. Dans les rues, au marché, à l'église. Elle est dure, cette femme. Moi, à sa place, je l'aurais aidée. C'est quand même son mari. Mais il l'a trompée pendant 3 ans. Elle a le droit d'être en colère. Oui, mais là, il risque sa vie. Elle pourrait au moins faire un effort. Brigitte entendait tout. Elle voyait les regards, les chuchotements, les jugements. Elle avait l'impression d'étouffer. Elle ne sortait presque plus. Elle envoyait les filles faire les courses. Elle restait enfermée, seule, prisonnière de sa propre maison. Un soir, un oncle d'Elvis a débarqué. Un homme d'une 60aine d'années, respecté dans la famille. Il parlait doucement. Il avait l'air compréhensif. « Brigitte, je sais que tu souffres. Je sais qu'Elvis t'a fait du mal. Mais laisse-moi te parler franchement. Elle l'a fait entrer, elle lui a servi du thé. Elle s'est assise en face de lui. Elvis a fait une erreur, une grosse erreur. Personne ne dit le contraire. Mais c'est encore ton mari, le père de tes filles. Tu as le pouvoir de le sauver. Tu es la seule. Il m'a trompée pendant 3 ans. Il a eu un enfant avec une autre femme. Il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma. Et vous voulez que je vende l'héritage de mon père pour le sauver? Je comprends ta colère. Mais pense à l'avenir. Si Elvis va en prison pour longtemps, qu'est-ce qui va arriver à tes filles? Comment vas-tu les élever seules? Qui va subvenir à leurs besoins? Je travaille. Je suis couturière. Je peux m'occuper de mes filles. Mais ce sera dur, très dur. Et les gens parleront. Ils diront que tes filles sont les filles d'un criminel. Elles seront stigmatisées. Tu veux ça pour elles? Brigitte a baissé la tête. Elle n'avait pas pensé à ça. L'oncle a continué, sentant qu'il marquait des points. Si tu vends ce terrain, Elvis sera libéré. Il pourra se défendre correctement. Peut-être que la justice sera clémente. Peut-être qu'il ne fera que quelques mois. Et après, vous pourrez reconstruire. Ou divorcer. Mais au moins, tu auras fait ce qu'il fallait. Brigitte a relevé la tête. Elle a regardé l'oncle droit dans les yeux. Mon père m'a fait promettre de ne jamais vendre ce terrain. C'est tout ce qui me reste de lui. Si je le vends, j'aurai trahi sa mémoire. J'aurais trahi la seule personne qui m'ait vraiment aimée dans cette famille. L'oncle a soupiré. « Brigitte, ton père est mort. Elvis est vivant. Pense aux vivants. J'y pense. Je pense à mes filles. Je pense à moi. Et je ne vendrai pas. » L'oncle est parti, déçu. Brigitte est restée assise dans le salon, tremblante. Elle avait tenu bon. Mais pour combien de temps encore? Les jours passaient. La pression ne faiblissait pas. Au contraire, elle s'intensifiait. Un matin, Brigitte a reçu un appel d'un avocat. Il se présentait comme l'avocat d'Elvis. Il voulait la rencontrer. « Madame, je comprends votre situation, mais il faut qu'on parle. Votre mari risque très gros. Patricia est toujours dans le coma. Si elle décède, il sera poursuivi pour homicide involontaire. Il pourrait écoper de 15 à 20 ans de prison. » Brigitte écoutait, le cœur serré. « J'ai étudié le dossier. Si nous payons la caution, votre mari pourra sortir en attendant le procès. Il pourra préparer sa défense correctement. Il pourra aussi négocier un arrangement avec la famille de Patricia. Peut-être éviter le pire. Et vous voulez que je vende mon terrain pour ça? C'est la seule solution. Les économies du couple sont épuisées. Tout est parti dans les soins médicaux de Patricia. Le frère Saturnin a exigé que les frais soient pris en charge. Votre mari a déjà payé une grosse somme. Il ne reste plus rien. Brigitte a senti la colère monter. Il a utilisé notre argent pour payer les soins de sa maîtresse, sans me demander mon avis? Madame, techniquement, c'est l'argent du ménage. Il avait le droit. Il n'avait pas le droit de me tromper. Il n'avait pas le droit de dilapider nos économies pour une autre femme. Je comprends votre frustration. Mais là, il faut être pragmatique. Si vous ne l'aidez pas, il restera en prison. Et vous resterez seule avec 3 filles à charge. J'ai déjà dit non. Je ne changerai pas d'avis. L'avocat a insisté pendant une demi-heure. Il a utilisé tous les arguments possibles. La famille, les enfants, la morale, la religion. Rien n'y faisait. Brigitte restait ferme. Finalement, l'avocat a raccroché. Exaspérée, Brigitte s'est effondrée sur le canapé. Elle avait mal à la tête. Elle avait mal au cœur. Elle avait mal partout. Elle se sentait comme une bête traquée. Tout le monde était contre elle.
Tout le monde la jugeait. Les filles rentrèrent de l'école. Elles voyaient leur mère dans cet état. Elles s'approchaient timidement. « Maman, ça va ?»« Oui, mes chéris, ça va. » Mais ça n'allait pas. Pas du tout. Grace, l'aînée, avait 12 ans. Elle était assez grande pour comprendre. Elle s'est assise à côté de sa mère. « Maman, pourquoi grand-mère Sidonie crie tout le temps ?» Brigitte a hésité. Comment expliquer ça à une enfant? Elle est en colère contre moi. Pourquoi? Parce que je refuse de faire quelque chose qu'elle veut que je fasse. C'est quoi? C'est compliqué, ma chérie. Grace a posé sa tête sur l'épaule de sa mère. Tu sais, maman, je te fais confiance. Si tu dis non, c'est que tu as raison. Brigitte a éclaté en sanglots. Elle a serré sa fille contre elle. Ces mots lui ont fait tellement de bien. Enfin quelqu'un qui la soutenait. Enfin quelqu'un qui ne la jugeait pas. Les jours suivants, Brigitte a essayé de tenir le coup. Mais c'était de plus en plus difficile. Elle ne mangeait presque plus. Elle ne dormait plus. Elle maigrissait à vue d'œil. Ses filles la regardaient avec inquiétude. Un après-midi, une cousine est passée. Une femme gentille, que Brigitte aimait bien. Elle s'appelait Madeleine. Elle avait apporté de la nourriture. « Je suis venue voir comment tu allais. » Brigitte l'a fait entrer. Elles se sont assises au salon. Madeleine a pris les mains de Brigitte dans les siennes. « Tu ne tiens plus debout. Regarde-toi. Tu es en train de te détruire. »« Je sais. Pourquoi tu t'infliges ça? » ?»« Parce que je refuse de trahir la mémoire de mon père. » Madeleine a soupiré. « Brigitte, je ne suis pas là pour te convaincre de vendre. Je suis là pour te dire une chose. Quelle que soit ta décision, tu as le droit de la prendre. Et tu n'as pas à te justifier. » Brigitte a levé les yeux, surprise. « Tu penses vraiment ça? » ?»« Oui, Elvis t'a fait du mal. Il t'a trompé. Il a gâché des années de ta vie. Il a dilapidé vos économies. Et maintenant, il veut que tu sacrifies ton héritage pour le sauver? Non, tu n'es pas obligé. Mais tout le monde dit que je suis une mauvaise femme. Tout le monde se trompe. Une bonne femme, ce n'est pas une femme qui se sacrifie jusqu'à disparaître. C'est une femme qui sait dire non quand il le faut. Brigitte a pleuré. Pour la première fois depuis des jours, elle ne se sentait pas seule. Madeleine est restée avec elle toute l'après-midi. Elles ont parlé. De tout, de rien. De la vie, des hommes, du mariage, de la famille. Brigitte s'est sentie un peu mieux. Mais le soir, quand Madeleine est partie, la solitude est revenue. Plus lourde, plus écrasante. Les semaines ont passé. La situation ne changeait pas. Elvis était toujours en prison. Patricia était toujours dans le coma. Sidonie continuait de harceler Brigitte. Les appels continuaient. Les jugements aussi. Brigitte sentait qu'elle était au bord du gouffre. Elle ne savait plus comment tenir. Elle priait, mais Dieu semblait absent. Elle pleurait, mais les larmes ne soulagèrent plus rien. Un matin, elle s'est réveillée avec une sensation étrange. Une clarté, comme si un brouillard s'était levé. Elle s'est levée. Elle a regardé autour d'elle. Cette maison, ces murs, cette vie, tout lui pesait. Elle étouffait. Elle ne pouvait plus rester ici. Elle ne pouvait plus vivre dans cette prison. Elle a pris une décision radicale, une décision qui changerait tout. Elle est allée dans sa chambre. Elle a sorti 3 valises du placard. Elle a commencé à faire les bagages. Calmement, méthodiquement. Elle pliait chaque vêtement avec soin. Elle rangeait les affaires de ses filles. Les livres, les jouets, les photos. Les filles l'ont regardée, inquiètes. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« On part. »« Où ?»« Loin d'ici. »« Pour combien de temps ?» Brigitte a regardé ses filles. Elle a souri. Un sourire triste mais déterminé. Pour toujours. Les filles n'ont pas posé d'autres questions. Elles ont commencé à l'aider. Elles sentaient que c'était important, que c'était nécessaire. Brigitte a fait le tour de la maison. Elle a regardé chaque pièce. Le salon où elles avaient ri. La cuisine où elle avait préparé tant de repas. La chambre où elle avait pleuré tant de nuits. La cour où les filles avaient joué. 20 ans, 20 années de sa vie dans cette maison. 20 années de joie et de peine. De rêves et de désillusions. D'amour et de trahison. Elle a sorti une feuille et un stylo. Elle s'est assise à la table. Elle a réfléchi longtemps. Puis elle a commencé à écrire. « Elvis, j'ai déjà tout donné. 20 ans de ma vie. 3 filles magnifiques. Mon respect, ma patience, mon pardon. J'ai tout donné jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Tu m'as demandé de vendre l'héritage de mon père. Le seul bien qui m'appartienne vraiment. Le seul souvenir tangible de l'homme qui m'a vraiment aimé. Tu me demandes de trahir sa mémoire pour sauver ta maîtresse. La femme avec qui tu m'as trompé pendant 3 ans. La femme pour qui tu as dilapidé nos économies. Je refuse, non pas par vengeance, non pas par méchanceté, mais par respect pour moi-même, parce que j'ai compris quelque chose.
Si je vends ce terrain, je me perdrai complètement. Il ne restera plus rien de moi. Je ne serai plus qu'une ombre, un fantôme dans ma propre vie. Je pars avec mes filles. Je ne sais pas où on ira. Je ne sais pas comment on vivra. Mais on vivra libre. Loin de toi. Loin de ta mère. Loin de cette famille qui m'a humiliée pendant des années. Tu diras que je suis égoïste. Que je suis une mauvaise épouse. Que je t'abandonne dans l'épreuve. Dis ce que tu veux. Je m'en fiche. J'ai appris une chose ces dernières semaines. On peut tout supporter. Les trahisons, les mensonges, les humiliations. Mais il y a un moment où il faut savoir partir, avant de se noyer complètement, avant de perdre son âme. Ce moment est arrivé. Adieu, Elvis. Brigitte. Elle a posé la lettre sur la table. Elle a pris les valises. Elle a appelé ses filles. Elles sont sorties de la maison. Brigitte a fermé la porte derrière elle. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle ne voulait pas. Elle ne pouvait pas. Elles ont marché jusqu'à la route. Brigitte a appelé un taxi. Le chauffeur les a regardées bizarrement. 3 femmes avec des valises? L'air perdu. Mais il n'a rien dit. Il a chargé les bagages. Il a démarré? Où on va, madame? Brigitte a donné une adresse. Celle de Madeleine, sa cousine. La seule personne qui l'avait soutenue. La seule qui ne l'avait pas jugée. Pendant tout le trajet, les filles sont restées silencieuses. Elles regardaient par la fenêtre. Brigitte aussi. Elle voyait défiler les rues, les maisons, les gens. Tout lui semblait différent. Comme si elle voyait le monde pour la première fois. Elles sont arrivées chez Madeleine. La cousine a ouvert la porte. Elle a vu Brigitte et les filles avec leurs valises. Elle a tout compris. Entrez! Elle ne leur a pas posé de questions. Elle les a juste accueillis. Elle leur a préparé une chambre. Elle leur a servi à manger. Elle a laissé Brigitte pleurer dans ses bras. Les premiers jours ont été difficiles. Brigitte pleurait souvent. Elle avait des crises d'angoisse. Elle se réveillait en sursaut la nuit. Elle avait l'impression d'avoir fait une erreur. Elle se demandait si elle n'aurait pas dû rester, si elle n'aurait pas dû vendre le terrain, si elle n'aurait pas dû être plus forte. Mais Madeleine était là. Elle la rassurait. Elle lui disait que tout irait bien, que c'était normal de douter, que c'était normal d'avoir peur, mais que partir était la bonne décision. Petit à petit, Brigitte a commencé à aller mieux. Elle sortait le matin. Elle marchait dans le quartier. Elle regardait le ciel. Elle écoutait les oiseaux. Elle respirait. Elle a repris sa machine à coudre. Madeleine lui avait installé un petit coin dans le salon. Brigitte a commencé à travailler. Les commandes sont revenues. D'anciennes clientes. Des nouvelles aussi. L'argent rentrait. Pas beaucoup, mais assez pour payer sa part chez Madeleine. Assez pour nourrir ses filles. Assez pour vivre dignement. Ses filles ont changé d'école. Au début, elles étaient tristes. Elles avaient perdu leurs amis, leurs repères. Mais elles se sont adaptées. Les enfants s'adaptent toujours. Grace, l'aînée, a pris du galon. Elle aidait sa mère. Elle s'occupait de ses sœurs. Elle était devenue plus mature, plus responsable. Espérant ses joies, elle riait à nouveau. Elle jouait. Elle courait dans la cour. Elles avaient retrouvé leur insouciance. Un soir, alors qu'elles mangeaient toutes les 4 autour de la table, Madeleine a dit « Tu as fait le bon choix, Brigitte. » Brigitte a levé les yeux de son assiette. « Tu crois ? » ?»« J'en suis sûre. Regarde tes filles. Elles vont bien. Regarde-toi. Tu es en train de renaître. » Brigitte a souri. C'était vrai. Elle le sentait. Quelque chose en elle était en train de changer. Elle n'était plus cette femme brisée qui pleurait toutes les nuits. Elle redevenait elle-même, lentement, difficilement, mais sûrement. Les semaines ont passé. Brigitte a reçu des nouvelles d'Elvis, par des connaissances communes. Il était toujours en prison. Patricia était sortie du coma, mais elle gardait des séquelles, des problèmes neurologiques, des difficultés à marcher, à parler. Le procès approchait. Elvis risquait gros. Sidonie continuait de chercher Brigitte. Elle voulait la forcer à vendre. Mais Brigitte restait introuvable. Elle avait coupé tous les ponts, changé de numéro, disparu. Un jour, Brigitte a reçu un appel d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle a hésité, puis elle a décroché. « Allô? Brigitte, c'est moi. Elvis. » Elle a failli raccrocher. Mais quelque chose l'a retenue. La curiosité peut-être. Ou le besoin de fermer définitivement cette page. « Comment tu as eu mon numéro? » Peu importe. Il faut qu'on parle. On n'a plus rien à se dire. S'il te plaît, laisse-moi parler. Juste 2 minutes. Brigitte a soupiré. Elle s'est assise. 2 minutes. Elvis a pris une grande inspiration. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais te dire, je regrette. Brigitte n'a rien dit. J'ai été stupide, aveugle, égoïste. J'ai cherché un fils alors que j'avais 3 filles magnifiques. J'ai trahi une femme exceptionnelle pour une illusion.
J'ai détruit notre famille pour rien. Tu as fini? Brigitte, je t'en supplie. Donne-moi une chance. Aide-moi à sortir d'ici. On pourra recommencer. Je changerai. Je serai meilleure. Brigitte a senti la colère monter. Recommencer? Tu crois vraiment qu'on peut recommencer après ce que tu as fait? On peut essayer. Non, Elvis, on ne peut pas. Tu m'as trompé pendant 3 ans. Tu as eu un enfant avec une autre femme. Tu as frappé cette femme jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma. Tu as dilapidé nos économies. Et maintenant, tu veux que je vende l'héritage de mon père pour te sauver? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je n'ai personne d'autre. Tu es la seule qui puisse m'aider. Et c'est exactement pour ça que je ne le ferai pas. Quoi? Pendant 20 ans, j'ai été la seule à tenir la maison, la seule à élever les filles, la seule à te supporter, la seule à pardonner. J'ai été seule dans ce mariage, Elvis, complètement seule. Brigitte! Non, laisse-moi finir. Tu veux que je sois encore une fois la seule à te sauver, la seule à payer pour tes erreurs. Eh bien non, cette fois, tu es vraiment seule, et tu vas devoir assumer. Si je reste en prison, qu'est-ce qui va arriver à nos filles? Nos filles vont très bien. Elles sont avec moi. Elles vont à l'école. Elles rient. Elles jouent. Elles sont heureuses. Plus heureuses qu'elles ne l'ont jamais été avec toi. Elvis, sais-tu? Un long silence. Puis il a dit d'une voix brisée. Tu ne me pardonneras jamais? Peut-être un jour, quand le temps aura passé. Quand la douleur se sera estompée. Mais pas maintenant. Et surtout, je ne reviendrai jamais. Brigitte! Adieu, Elvis! Elle a raccroché. Elle a posé le téléphone. Elle a fermé les yeux. Elle a respiré profondément. C'était fini. Vraiment fini. Les mois ont passé. Brigitte a continué à travailler. Ses affaires marchaient de mieux en mieux. Elle avait maintenant une petite clientèle fidèle. Des femmes qui appréciaient son travail, son sérieux, sa gentillesse. Elle a commencé à économiser. Petit à petit, elle rêvait d'avoir son propre atelier, sa propre maison, son indépendance totale. Ses filles grandissaient. Grace était maintenant au collège. Elle était première de sa classe. Espérance et Joie suivaient le même chemin. Elles étaient intelligentes, travailleuses, déterminées. Brigitte les regardait avec fierté. Elles n'avaient pas besoin d'un père absent. Elles avaient une mère présente, aimante, forte. Un jour, Brigitte a reçu une lettre du tribunal. Le procès d'Elvis était terminé. Il avait été condamné à 20 ans de prison. Patricia avait porté plainte. La famille aussi. Les preuves étaient accablantes. Brigitte a lu la lettre. Elle n'a rien ressenti. Ni tristesse, ni joie, ni colère. Juste une sorte de vide. Comme si tout ça appartenait à une autre vie. À une autre femme. Elle a plié la lettre. Elle l'a rangée dans un tiroir. Elle n'en a parlé à personne. Même pas à Madeleine. C'était fini. Elvis était un chapitre clos. Un soir, alors qu'elle cousait, Grace s'est approchée d'elle. « Maman, je peux te poser une question? »« Bien sûr, ma chérie. Tu regrettes d'être partie ?» Brigitte a posé sa machine. Elle a regardé sa fille. Pas une seule seconde. « Mais tu es triste parfois. Je te vois. »« Oui, je suis triste parfois. Pas parce que je regrette. Mais parce que c'est difficile. Recommencer. Tout reconstruire. Mais tu sais ce qui m'aide? »« Quoi? » ?»« Vous, toi et tes sœurs. Vous êtes ma force. Ma raison de continuer. » Grace a souri. « Et toi, tu es notre héroïne. » Brigitte a éclaté en sanglots. Des larmes de joie, de fierté, de soulagement. Sa fille venait de lui offrir le plus beau des cadeaux. La reconnaissance, l'amour, le respect. Elle a serré Grace dans ses bras. Elle a pleuré longtemps. Des larmes qui lavaient toute la douleur, toute la peine, toute la souffrance. Ce soir-là, Brigitte a compris quelque chose. Elle avait fait le bon choix. Non pas parce que c'était facile. Non pas parce que c'était confortable. Mais parce que c'était juste. Elle avait choisi la dignité plutôt que la soumission. La liberté plutôt que la prison. L'amour de soi plutôt que le sacrifice aveugle. Elle avait choisi de vivre plutôt que de survivre. Les années sont passées. Brigitte a fini par avoir son propre atelier. Un petit local dans un quartier commerçant. Elle employait 2 jeunes filles. Les affaires marchaient bien. Ses filles ont grandi. Grace est entrée à l'université. Elle voulait devenir médecin. Espérance rêvait d'être enseignante. Joie voulait être comme sa mère, couturière. Brigitte les regardait avec fierté. Elle s'était battue pour elle. Elle avait tout quitté pour elle. Et aujourd'hui, elle lui rendait au centuple. Un jour, en traversant le marché, Brigitte a croisé Sidonie. La vieille femme avait vieilli. Elle marchait courbée, appuyée sur une canne. Leurs regards se sont croisés. Sidonie a détourné les yeux la première. Brigitte a continué son chemin. Elle n'a rien ressenti. Ni colère, ni rancune,
Nay satisfaction. Juste de l'indifférence. Cette femme appartenait au passé, et le passé ne la concernait plus. Le soir, en rentrant chez elle, Brigitte s'est arrêtée devant un miroir. Elle s'est regardée longtemps. Elle a vu une femme de 45 ans, des rides au coin des yeux, quelques cheveux blancs, mais surtout, un regard clair, apaisé, libre. Elle s'est souri à elle-même. Elle s'est dit « On m'a demandé de sauver un homme, mais c'est moi qui me noyais. J'ai choisi de me sauver moi-même. Et aujourd'hui, je respire enfin. » Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais oublier que vous avez le droit de dire non, même quand tout le monde attend que vous disiez oui. Le mariage n'est pas une prison où vous devez sacrifier votre dignité pour prouver votre amour. Quand quelqu'un vous demande de renier les promesses faites à ceux qui vous ont vraiment aimé, c'est qu'il ne vous aime pas vraiment lui-même. Respectez-vous assez pour partir avant de vous perdre complètement, car personne ne devrait avoir à se noyer pour sauver quelqu'un qui a choisi de couler tout seul. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.